Ériger l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est en origine de produits de qualité et en destination d'investissement de choix pour accélérer l'industrialisation et la diversification économique et ainsi renforcer la sécurité alimentaire. C'est sur ce thème que s'est tenue et s'achève la deuxième session conjointe du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et experts d'Afrique centrale et de l'Est réunis à Bujumbura au Burundi. Il était donc question pour ces deux entités d'examiner les questions réglementaires liées au mandat et surtout au fonctionnement des bureaux sous-régionaux d'Afrique centrale et de l'Est. Mais il a également été question, notamment dans les recommandations, de l'adoption de la qualité comme étant base de traitement des matières permettant aux différents pays de l'Afrique de parvenir rapidement à leur industrialisation. Il a également été demandé au secteur public et privé de collaborer pour aider les différentes populations locales à s'investir dans la transformation pour un meilleur développement du continent africain. Et avec la mise en place effective de la SLECAF qui se poursuit, les différents États espèrent ainsi peaufiner leurs différentes stratégies et surtout les mettre en application pour que demain, la SLECAF, ce marché d'1,3 milliard de personnes, puisse devenir à terme le plus grand marché de l'Afrique, du monde et même de la planète. Ici, Armelga depuis Bujumbura au Burundi pour Dash News. Mutualiser les efforts pour une émergence des États de l'Afrique centrale. L'appel de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique vise à impulser la diversification économique, l'industrialisation et l'acquisition des connaissances approfondies dans les chaînes de valeur régionales. De plus, la Commission recommande la forte et totale implication de tous les États membres de la sous-région Afrique centrale dans la mise en place totale et rapide de la zone de libre-échange continentale. Des axes que poursuivent la Commission et les États membres de la CEMAC, notamment avec le consensus de Douala. Non une rencontre, mais davantage un cadre de référence qui vise une Afrique centrale économiquement viable et porteuse. Entre autres objectifs visés dans ces accords, l'appel à l'action en vue de la diversification et l'industrialisation rapide des économies de l'Afrique centrale. Un cadre de référence pour appuyer les travaux de la CEMAC, portant notamment sur la transformation des ressources naturelles abondantes et induites dans les pays de la zone. Des objectifs à atteindre dans les toutes prochaines années, en dépit du contexte économique difficile. Et pour plus de facilitation et d'implémentation, les différentes économies mettent en pratique les différents programmes mis à leur disposition comme le PREF-CEMAC ou encore le PER, programme économique régional dont les objectifs sont l'établissement de la stabilité macroéconomique et la promotion du commerce et des infrastructures communautaires de développement. Des chantiers et bien d'autres à développer au travers de la mutualisation des efforts auxquels il faudrait ajouter la volonté politique. Bonjour Jean-Luc Mastaki et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors justement, vous avez mis l'emphase sur l'élément qualité, sauf qu'aujourd'hui on a l'impression que les États ne maîtrisent pas encore les moyens pour parvenir à faire de leurs produits des produits de qualité qui attirent investisseurs et une croissance économique. Oui, la question de la qualité, évidemment, n'est pas encore très ancrée dans la culture des États de notre pays. Lorsqu'on regarde, par exemple, le nombre de qualités adoptées par les sous-régions par rapport aux sous-régions ou aux régions similaires d'Asie, par exemple, on peut se rendre compte du retard. Nous avons très peu de normes par rapport aux qualités de nos produits. Et lorsqu'on va encore dans la dynamique de comparaison Afrique de l'Est et Afrique centrale, on se rend compte tout de suite que l'Afrique centrale est en retard par rapport aux champions tels que l'Ouganda ou le Kenya, qui ont beaucoup de normes par rapport à un certain nombre de produits. Pourquoi est-ce que la qualité est importante? La qualité est importante parce que c'est le gage d'accès au marché. Le marché libéralisé, mieux intégré de la sélection, sera un marché de produits de qualité parce que la compétition sera ouverte. Il faut donc que nos pays s'inscrivent dans la logique de la qualité de leurs produits. Améliorer le niveau de production en termes de volume, mais aussi d'autres et déjà infuser la dimension de qualité pour que les inventions de ces produits compétitifs, en termes de prix, mais aussi en termes de qualité, et nous pourrons avoir un meilleur accès au marché. Il nous faut aussi standardiser nos normes, afin que, par exemple, ce qu'on appelle sucre au Cameroun soit appelé sucre à Bangui, soit appelé sucre à Kinshasa. Sinon, nous allons démanteler les barrières et il va s'ériger de barrières non tarifaires lorsque Kinshasa dira ce que nous recevons du Cameroun n'est pas le sucre que c'est notre alimentation. Il faut donc collaborer, coopérer, afin que les normes soient standardisées. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire, étant donné tout le diagnostic qui a été fait ici, qui
a souligné trois faits majeurs. Nos pays ne sont pas très présents dans les comités d'élaboration de normes. Le nombre de normes que nous avons adoptées sont par conséquent très faibles par rapport aux pays des autres continents qui peuvent avoir les mêmes ambitions comme nous. Troisième élément, nous n'avons pas les infrastructures de douane qui nous permettent de propulser la qualité. Ce sont les laboratoires d'étalonnage certifiés, nous en avons très peu et de grandes communautés. Mais aussi, la capacité de la communauté de la normalisation des qualités dans le pays est faible. Ce sont les instances publiques qui sont chargées de pouvoir certifier les normes des produits qui circulent sur le marché, certaines, les capacités certaines, mais aussi la capacité des entreprises, à majorité de petites et moyennes entreprises. D'ailleurs, les très petites et moyennes entreprises, leur capacité par rapport à porter les dégâts sur la norme est encore faible. Il nous faut donc d'abord nous lancer sur un chantier transversal de renforcement des capacités, d'appropriation du concept de la norme, mais aussi l'accompagnement de nos pays vers une coopération agressive qui permettra à ceux qui sont encore derrière de tirer les leçons de ceux qui sont plus avancés, que nous ayons d'abord des normes locales, nationales, mais aussi des normes sous-régionales qui nous permettant de faire avancer la question de notre pays. Il a été souligné ici la nécessité de promouvoir la culture de la qualité. La culture de la qualité n'est pas une question du seul secteur public. Il s'agit d'un dialogue continu entre le secteur public et le secteur privé pour le développement de produits de qualité et en normalisation. Et ceci implique tous les acteurs de la chaîne de valeur. Les consommateurs devront être impliqués. Ils doivent être conscients de la nécessité d'ériger des produits de qualité pour leur bien-être, pour leur santé, surtout pour les produits alimentaires. Il y a eu un grand débat ici sur la sécurité alimentaire et la norme dans ces segments très dynamiques des produits alimentaires, où l'informel prédomine, où les alimentations et les petites entreprises de rue dominent et constituent en long et en large des menaces par rapport à la sécurité alimentaire et à la santé publique. Et qui nous appelle très rapidement à prendre des mesures qui peuvent normaliser, sécuriser et faire en sorte que non seulement la sécurité alimentaire soit à l'agenda, mais la sûreté des aliments soit pratiquement de l'industrialisation. Dans la mesure où les droits centrales se focalisent sur l'industrialisation à travers la promotion des zones économiques spéciales, il a été souligné ici le rôle des lanceurs industriels des zones économiques spéciales comme élément important de l'écosystème de qualité. Doivent s'approprier les débats sur la qualité et faire en sorte qu'on constitue des terrains de jeu où non seulement les grandes entreprises, mais aussi les petites entreprises qui sont en partenariat avec les zones économiques, les acteurs majeurs des zones économiques spéciales, puissent s'approprier cette dimension de la qualité. Que les produits qui sont des zones économiques spéciales et de leurs partenaires soient des produits de qualité sincère. Et à ce moment-là, M. Mastaki, quelle pourra donc être la force de la qualité si véritablement elle venait à s'implanter définitivement sur le continent africain et dans les différents États? La force de la qualité a un coût. On l'a vu, lorsqu'on en parle, on peut dire que maintenant, c'est cher d'aller vers la qualité. Et ça va impliquer des coûts additionnels. Mais l'absence de la qualité a été plus importante. Ces coûts-là s'expriment en faible accès au marché à l'échec. Par exemple, vous produisez votre pâte d'arachide qui n'est pas normée, qui n'est pas alignée sur les standards ISO et ainsi de suite. Il sera très difficile d'avoir accès au marché européen et au marché. Demain, lorsque la Sénégal sera bien là, il va être très difficile d'amener les produits du secteur informel de ce marché. Et donc, lorsque nous allons internaliser le débat sur la qualité, lorsque notre sous-région va s'ancrer définitivement sur cette norme de qualité, nous allons avoir un meilleur accès au marché. Et nous pourrons avoir une réputation, celle que nous recherchons, Made in Central Africa, l'Afrique centrale et l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, c'est l'origine des produits de qualité. Lorsque nous allons signer Made in Central Africa, nous allons avoir la réputation de l'origine des productions de grandes renommées. Nous allons avoir donc facilement accès aux consommateurs qui deviennent de plus en plus exigeants. Et ce ne sont pas seulement les consommateurs des pays du Nord. La classe moyenne à Yaoundé, la classe moyenne à Kinshasa, la classe moyenne à Djamena, la classe moyenne à Paris demande de plus en plus des produits dont la qualité doit être certifiée et tracée. Et donc, ça permettra à nos producteurs de pouvoir bénéficier des avantages que la zone de mise en place et pourquoi pas demain, ce grand marché global sont plus.
Alors, avant d'embrayer justement sur les chantiers qui vous attendent, parce qu'il y a d'énormes chantiers qui ont été annoncés, revenez un peu sur la situation de famine et de sous-alimentation que connaît l'Afrique. L'Afrique est donc ce continent-là qui héberge le plus grand pourcentage de ces personnes, en termes de personnes qui vivent de la sous-alimentation et de la malnutrition. Pourquoi justement il faudrait également mettre l'emphase sur ce point? Il faut mettre l'emphase sur ces points parce que j'ai déjà commencé par dire, nos sous-régions commercent très peu entre elles. Mais les produits les plus commercés en interne dans nos sous-régions sont des produits alimentaires. Sont des produits alimentaires transformés, à valeur ajoutée. Et pour ces produits-là, il faut les normer. Il faut que la qualité soit au cœur du débat, pour favoriser ces échanges et nous amener à aller à un niveau beaucoup plus élevé que nous souhaitons monter sur la chaîne de valeur. La sécurité alimentaire, les besoins alimentaires sont les besoins primaires. Pour des populations majoritairement pauvres, la grande partie des revenus est consacrée au développement. Nous sommes donc en train de parler des biens qui consacrent une grande partie du budget de nos populations. Et des biens qui consacrent une grande partie du commerce international en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. Et donc, pour nous, on ne pourra pas parler de la transformation de nos économies si on ne parle pas de la transformation agricole. Permettre à l'agriculture qui reste l'employeur le plus majeur de nos sous-régions. C'est le secteur qui crée le plus d'emplois dans nos sous-régions, mais des emplois assez précaires souvent. Amener ce secteur-là à se transformer, c'est telle sorte que nous passons à des emplois à haute productivité, que nous allions vers des niveaux élevés de chaîne de valeur qui impliquent l'agro-industrie, la transformation des produits, leur normalisation et leur certification en termes de qualité, pour assurer que ces produits jouent un rôle important dans la disponibilité des aliments de qualité, dans l'accessibilité des aliments de qualité apportés, mais aussi pour une meilleure utilisation des aliments. Ce sont là les trois composants d'une sécurité alimentaire avérée. La sécurité alimentaire, toute la sphère économique, c'est une sphère des droits de l'homme. Il faut assurer l'accès à l'alimentation à la population. Alors, justement, c'est la raison pour laquelle on vous a suivi également, appelé à la participation poussée du secteur public, du secteur privé, mais surtout le secteur public. On a l'impression que jusqu'ici, le secteur public ne s'est pas beaucoup investi pour le développement de ces populations, notamment les localités qui se trouvent dans les régions les plus reculées de ces pays. Nous sommes champions de la croissance inclusive. Une croissance inclusive est celle qui participe à la grande partie. Mais une croissance inclusive est une croissance profonde. Ça dit qu'il y a un impact visible sur le niveau de la sécurité de la propriété. Et la propriété, chez nous, elle est massivement rurale. Il nous faut, tant qu'on n'aura pas cette croissance qui permet d'avoir un impact social sur le rural, nous allons avoir une croissance non inclusive, une croissance qui renforce les inégalités. Et ce sont là des défis d'une croissance portée par les matières premières non transférées. Nous pensons donc que, au-delà du public, les privés doivent aussi s'intéresser au développement de l'économie rurale. Et développer l'économie rurale, c'est diversifier les activités au niveau rural. La diversification économique comme terme de focus pour nous n'est pas un terme exclusivement urbain. La diversification des économies rurales est une condition sine qua non pour la transformation structurelle de nos économies. Nous pensons que les États devraient donner priorité là où se trouve la majorité de nos populations, la majorité des pauvres, le monde rural et le secteur agricole, mais aussi encourager le secteur privé à aller s'y installer. C'est pour cela que nous ne nous limitons pas seulement aux zones économiques spéciales et industrielles et des services. Nous sommes en train de travailler sur des agropoles qui sont des méga clusters industriels qui sont destinés à développer les chaînes de valeur agricoles et puis de pousser le secteur agricole et à créer des emplois qui sont dans le monde rural, pour que la propriété rurale est tout la vie. On a quand même une autre phase de la zone de libre-échange continentale qui est en train d'être annoncée, qui fera passer le nombre de pays aujourd'hui qui ont ratifié les différents accords au double, voire au triple. Alors, la Commission économique des Nations Unies est également attendue sur cette question. Comment est-ce que vous comptez accompagner justement les États pour que les CAF qu'on souhaite tant soient véritablement mises en place et surtout ressenties par les populations? Je crois que vous êtes en train de parler de la problématique du commerce privé. Le commerce privé, ce n'est pas la ZLCAF qui se limite à un certain nombre de pays. Nous avons identifié, l'Afrique a identifié un certain nombre de pays pilotes. Et c'est décidé de se focaliser sur cela pour montrer à d'autres combien la ZLCAF est fonctionnelle, combien la ZLCAF est la voie à suivre pour tirer profit. Et c'est pour nous. Mais il va falloir rappeler que 54 États africains les a ratifiés.
la ZLECAf. Donc, nous sommes tous en train d'aller dans cette locomotive de la ZLECAf. Ce que nous sommes en train de faire comme ceux-là, c'est d'accompagner les pays. On est passé par 2 phases, nous passons maintenant à la 3e. La première phase a été celle de la sensibilisation. Que nous avons organisé des ateliers de sensibilisation au Cameroun, au Tchad, en RDC, au Gabon, pour amener les acteurs à comprendre les avantages qu'ils peuvent tirer de la zone de libre-échange continentale. Après cela, nous avons accompagné les pays à tirer, à développer des stratégies pour tirer le maximum de ces zones de libre-échange continental. Tous les pays de la sous-région, à l'exception de la Guinée équatoriale qui est en train de finaliser sa stratégie, ont leur stratégie nationale. Et au-delà de cela, à la Sud-Afrique centrale, nous avons finalisé la stratégie sous-régionale, des maillons qui manquaient pour avoir l'appareillage nécessaire des stratégies pour pouvoir ces zones de libre-échange en essayant, en amenant nos pays à tirer le maximum de ces zones-là et à minimiser les effets négatifs qui vont découler. Tous nos pays ont les stratégies, mais nous passons à la 3e phase, celle d'accompagnement à la mise en œuvre. À travers la mobilisation des secteurs porteurs, nous avons identifié les chaînes de valeur pour que les institutions du pays maintenant avancer dans l'investissement, dans la production, dans la transformation, pour que nous avancions aussi bien du côté de la demande vers la libéralisation des marchés, mais aussi du côté de nous, en accompagnant la capacité productive à des produits à passer, pour que le débat puisse être porté par les secteurs productifs, les secteurs producteurs. Et c'est l'emphase de nos programmes maintenant. Accompagner les différents pays à être acteurs, à produire et à participer aux échanges. Pour que ça ne reste pas un vœu pieux. Que, d'un moment à l'autre, on commence à voir des conteneurs qui circulent en pays, on commence à voir des emplois qui sont créés pour les jeunes à travers les secteurs portés par la dynamique endogène de nos économies, et qu'on puisse voir aussi les segments marginalisés comme les femmes tirés profit d'un commerce transfrontalier beaucoup plus aéré et libéralisé. Et donc, tout ceci est des implications en matière de dépenses et de budget. Alors, puisqu'on parle justement challenge, vous venez d'en évoquer quelques-uns. La Commission économique en a beaucoup pour l'année 2024. Mais quels sont donc les chantiers prioritaires pour la CEA? Parce que forcément, vous avez un agenda, un calendrier qui vous permettra d'avancer. Lesquels sont prioritaires pour l'année 2024? La nature de cette réunion, des experts de haut niveau, c'est de valider nos ambitions pour l'année qui vient, tout en certifiant ce que nous avons fait, en donnant des orientations. Et ce travail a été fait dans l'avant-dernière session aujourd'hui, avec succès, et nous sommes heureux que nos États aient salué le travail que nous faisons, pour nous donner les cursus par rapport aux perspectives que nous avons identifiées pour continuer à faire avancer ces agendas qui sont la transformation structurelle et l'industrialisation à la prochaine. Nos États ont salué tout le travail que nous faisons dans le cadre de la promotion de l'agenda ZLECAf par la sous-région et ils nous ont donné des orientations par rapport à l'approfondissement de l'inclusivité. Donc, non seulement les secteurs qui nous participent davantage, qu'ils soient informés et qu'ils prennent le driving seat qui est le sien pour pouvoir conduire nos débats et conduire la mise en œuvre. Un autre aspect de l'inclusivité, c'est de pouvoir prendre en compte les besoins des petites et moyennes entreprises portées par les femmes, le commerce transfrontalier, mais aussi la participation des jeunes à la zone de libre-échange. Autre aspect qui a été souligné ici, c'est la participation des professions vivant avec handicap, pour que l'apparatus de la zone de libre-échange continentale soit inclusif. Notre première recommandation, un chantier sur lequel nous voulons employer davantage. Il y a déjà des axes sur lesquels nous travaillons comme en tant qu'Afrique, sur la question de la femme et sa participation dans l'entrepreneuriat et dans la ZLECAf. Nous allons donc continuer sur ce chantier. Deuxième élément sur lequel on nous a demandé de travailler davantage est de renforcer la durabilité de notre programme d'action, de nos investissements, à travers la prise en compte, une meilleure prise en compte de l'économie bleue, de l'économie verte et de l'économie circulaire. Ça a été souligné plusieurs fois. Il s'agit de mettre au cœur de nos ambitions de diversification économique la part environnementale qui concerne la gestion des ressources en eau et les secteurs économiques qui sont rattachés sur l'économie. L'économie verte, c'est le modèle de développement que nous avons vers le pouvoir de l'Afrique centrale, ne puisse pas être porteur de pollution, de destruction de l'écosystème et qui préserve le capital naturel. C'est là que tout ce que nous sommes en train de faire sur les zones économiques sociales, en nous engageant beaucoup plus vers les chantiers de verdicide est très important. Mais aussi en nous intégrant dans
cette dynamique globale de net zero emission, pour que nous puissions promouvoir les zones économiques spéciales qui contribuent très peu et pas au débat sur le changement climatique, à la pollution et changement à la crise climatique globale, qui s'est très internalisée. Mais aussi les zones économiques spéciales de l'Afrique centrale qui sont liées aux produits forestiers, comme la zone économique spéciale de terroir. D'autres pays à travers le CEMAC demandent les mêmes appuis. Comment faire en sorte que ces zones économiques spéciales, portées par une économie forestière, qui devrait être florissante, qui ne doit pas être destructrice du capital naturel que nous pouvons l'inclure dans la société. Comment faire en sorte que la réforestation soit au cœur de l'activité, mais aussi que les alternatives en termes de solutions vertes, en mode d'accès à l'énergie pour les populations libérales, soient prises en compte dans ce chantier-là. Et en fin de compte, on nous a demandé de travailler beaucoup plus sur des questions d'infrastructure. Ce soit des infrastructures collectivités, routes, rails, ponts, et ainsi de suite. Mais aussi l'aérien. La zone de libre-échange continentale ne fonctionnera que lorsque on pourra circuler là librement, lorsque les marchandises pourront circuler aisément. Très bien. On nous a recommandé de travailler sur ça, mais aussi de travailler sur l'économie digitale, le numérique. Faire en sorte que des solutions, des cas les plus mentionnés aussi, des solutions en mécanisme de paiement. De paiement, que les paiements soient transfrontaliers et sur les paiements soient facilités à travers des innovations technologiques, compris par la pratique de l'automation industrielle. Très bien. Donc, nous pensons que ce sera des chantiers compliqués pour nous. Et le mot le plus important, c'est la mise en œuvre des stratégies que nous avons élaborées pour les États internationaux, aussi bien en mode Sénégal qu'en mode diversification économique et industrielle. Alors, l'accompagnement des États, est-ce qu'il semble être de plus en plus réceptif au travail que vous faites sur le terrain et surtout aux propositions que vous leur faites pour un rapide développement économique? Nous sommes très heureux et la preuve, c'est le nombre d'États qui veulent accueillir la région l'année prochaine. Ça montre que notre programme est pertinent. Ça montre que nous répondons à un besoin réel et nos clients le reconnaissent. Lorsque 5 pays se disent prêts à accueillir le CIE, c'est-à-dire que nos pays se rendent compte que l'offre que nous, ces menus que nous leur proposons est pertinente. Et nous nous sommes engagés comme ceux, au-delà du bureau régional Afrique centrale et africaine, à mobiliser la plateforme CEA en mode one ici, parce que nous avons l'expertise avérée à Addis Abeba au quartier général, que nous puissions constituer des équipes aguerries pour répondre aux besoins des résultats de façon compréhensible, holistique et intégrée. Donc, nous sommes prêts à continuer à les accompagner. Nous avons beaucoup de requêtes. Mais nous ne pouvons pas y aller seuls et répondre à tout ça. Nous voulons aussi forger des partenariats stratégiques. Non seulement à l'intérieur de ces États-là, à travers les équipes pays des Nations Unies pour que nous y allions en mode one UN pour répondre à ces besoins. Très bien. Ce que nous faisons déjà et nous voulons le faire davantage. Mais aussi obtenir des acteurs, que ce soit des acteurs du secteur financier panafricain, comme Afrique Bank qui est avec nous en RDC, veut venir avec nous. Le Congo Brazzaville et ailleurs. Africa Finance Corporation qui est avec nous au Cameroun, veut venir avec nous à Sao Tomé et au Tchad. Mais aussi la Banque africaine de développement et d'autres acteurs encore pour que nous puissions mobiliser, lever les ressources aussi bien financières que techniques qui nous permettent de répondre à nos États. Nous comptons aussi sur les communautés économiques régionales. La CEMAC ont été toujours à côté des autres. Oui. Ils ont marqué leur présence, une adhésion quasi instantanée à certains de nos agenda. Nous allons continuer à travailler avec eux. Ce que nous avions en coalition, pour nous nous sommes là et nous attendons, nous accompagnons. Merci à vous, Jean-Luc Mastaki, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le directeur du bureau sous-régional pour l'Afrique centrale, Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique.